Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Rembrandt dans cette série qui, a commencé le mois dernier et qui va nous entraîner dans, la visite, soit de musées, soit dans la présentation de certaines œuvres, puisque nous sommes pour l'instant, empêchés donc de voyager et j'oserais presque dire que la culture, est empêchée. Alors nous allons nous intéresser à une œuvre de Rembrandt qui est La Ronde de nuit. Alors pour 2 raisons. Tout d'abord parce que, heu nous tombons là dans la période, qui m'est chère, bien évidemment, mais aussi parce que le Rijksmuseum a, ouvert un site web particulièrement intéressant où l'on peut visiter le musée et voir les œuvres donc en détail. C'est pour ça que nous avons choisi cette œuvre. Alors cette œuvre, cette ronde de nuit, c'est un tableau important, hein, ses dimensions sont importantes déjà, 3,63 m par 4,37 m. C'est un tableau également important dans la production de Rembrandt, puisque c'est l'un des plus importants de sa production, enfin du moins de celle qui nous est parvenue. Alors, pardonnez-moi, tout d'abord on peut dire qu'il n'y a pas de ronde de nuit. Ce n'est pas une sortie nocturne en fait. Et cette description, elle nous vient en fait de 1808. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est l'intitulé du catalogue du Rijksmuseum, et je vous le cite. La sortie de la compagnie de tireurs du capitaine Franz Banning-Kock et du lieutenant Willem van Ruitenburg, communément appelé ronde de nuit. Alors ce tableau, il est particulièrement intéressant parce qu'il va nous permettre de nous intéresser à la nature même de l'art de Rembrandt, à une représentation particulière qui est celle de la compagnie de tireurs dans cette peinture hollandaise, sur la signification et l'interprétation de cette œuvre, sans pareil, extrêmement importante. Et je le répète, elle est aussi extraordinaire par ses dimensions. Hein. Enfin, c'est des dimensions qui sont très importantes, parmi les plus importantes de l'œuvre de Rembrandt. Alors, cette œuvre est peinte en 1642. Elle se trouve bien sûr au Rijksmuseum. Et quand Rembrandt peint cette œuvre, Rembrandt a en fait 35 ans. Il a passé sa jeunesse à Leyde, où il est né, en juillet 1606. Et ses parents appartiennent, si on peut définir on peut donner une définition de classe, ils appartiennent à la petite bourgeoisie. Son père, je le rappelle, est meunier. Alors ils envoient Rembrandt à l'école latine, ce qui est important parce que cela souligne en fait la volonté des parents de donner une bonne éducation à leur fils. Leyde possède une université, c'est important de le souligner, et elle est l'une des universités les plus anciennes de Hollande, sinon la plus ancienne de Hollande. Rembrandt est admis comme étudiant à l'âge de 14 ans. Et très curieusement, il va, dès l'année suivante, rentrer en apprentissage chez un peintre local. Alors, l'abandon de ses études, ce n'est pas quelque chose d'anodin, puisque si les parents peuvent pourvoir à son éducation, l'ont fait entrer dans cette école latine, comment se fait-il qu'un an plus tard, eh bien, il choisit de rentrer en apprentissage chez un peintre? Et cet abandon des études, finalement, ne pourrait s'expliquer ou ne peut s'expliquer que par son attrait irrésistible pour l'art et la peinture. Alors, il voulait être peintre. Ça, c'est une chose qui est claire. Alors, le choix du maître est aussi important. Il s'agit de Jacob Isaacs van Swanenburg, qui est un homme considéré dans la ville de Leyde. Il a une bonne culture et, de surcroît, il est le bourgmestre, le maire de la ville de Leyde. Et Rembrandt va rester donc quelques années chez ce peintre, chez Van Swanenburg, mais son prochain maître, Peter Lastman, va être beaucoup plus important que ce premier apprentissage. Il va rentrer chez Peter Lastman à Amsterdam dans les années 1624-1625, et c'est là véritablement que l'on peut parler de réveil artistique. Alors, Lastman avait comme particularité d'être peintre de tableaux historiques ou de tableaux illustrant la Bible ou de tableaux illustrant les épisodes de l'Ancien Testament, mais également quelques peintures
représentant l'Antiquité grecque et romaine. Alors, il y a une chose qui est très importante chez Lastman, c'est que c'est un peintre qui a une grande clarté dans sa composition, dans la narration. Par contre, il va mettre, je dirais, la partie très émotionnelle, presque la partie pathétique, dans les gestes. Et les personnages de Lastman s'intègrent toujours très harmonieusement à la composition. Et le coloris des œuvres de Lastman sont des coloris riches. Alors Rembrandt, qui se voit être élève dans un atelier où on pourrait dire règne le classicisme, dans un premier temps, va réagir contre ce classicisme, dérivé des modèles italiens. Dans un premier temps, il réagit contre ça. Alors à peine âgé de 20 ans, il fait déjà sensation. À 21, il possède, à 22 ans, il possède un atelier, il a des élèves. Constantin Huygens, qui est un grand amateur d'art et un critique d'art hollandais très important, va parler avec admiration de ses premières productions. Il couvre Rembrandt de louanges. Et la manière de Rembrandt par excellence, cette manière dramatique que Huygens a commentée, se trouve donc dans un tableau, Judas rendant les 30 deniers, que vous pouvez voir dans les images qui vous ont présentées dans cette vidéo. Donc Judas rendant les 30 deniers est un tableau couvert, je le répète, d'éloges par Huygens. Et je voudrais juste vous citer ce que dit Huygens. La mimique de Judas, sans parler des autres motifs. Cet homme bouleversé, hurlant et criant grâce, son visage horrible, ses cheveux hirsutes, ses vêtements déchirés, les bras tordus, le genou impétueusement projeté, le corps entier du misérable dans ses convulsions cruelles. Pour cela, je donne toute l'élégance des siècles précédents. Alors, on voit que Huygens souligne là cette capacité dramatique de Rembrandt. Alors, il n'y a pas de doute qu'il a choisi à dessein la représentation dramatique. Il s'oppose là, finalement, à l'ancienne génération, notre Rembrandt, et notamment à celle de son maître, Lastman. Également, dans ces années 1630, une chose qui est importante, c'est que le contraste ombre-lumière va s'atténuer un petit peu. Et l'espace dans lequel l'action se déroule prend de plus en plus d'importance. Alors, les couleurs vont devenir plus profondes, plus chaudes, et l'arrière-plan se fond dans une pénombre mystérieuse. Et vous pouvez le constater dans la seconde image qui vous sera présentée, justement, la présentation au temple, qui date de 1631 et qui se trouve au Maurice Heuss de La Haye. Alors, le départ de l'artiste pour Amsterdam en 1631 est un moment important, parce qu'il va ouvrir cela va ouvrir une nouvelle phase dans sa vie, dans son œuvre. Et la majeure partie, effectivement, de son temps va être occupée par les portraits qu'on lui commande. On lui commande beaucoup de portraits. Leur style, encore une fois, va être différent de ce qu'on trouve, j'oserais dire, sur le marché de l'art à cette époque-là. Ils vont montrer beaucoup plus de dynamisme qu'il n'était alors de mise en Hollande. Et je vous présente donc deux images corroborant ce fait. Le premier tableau, c'est le constructeur de navires qui date de 1633, qui appartient à la collection royale d'Angleterre. Et le second, qui est un portrait, on va dire, de groupe, si l'on veut, c'est la leçon d'anatomie de 1632 qui se trouve à La Haye, au Maurice Heuss. Alors, regardez dans ce constructeur de navires, les personnages ne sont pas immobiles. Là, il y a un échange, évidemment, le constructeur prend la lettre que lui tend sa femme, pendant que cette dernière a la main sur le loquet de la porte. Quant à la leçon d'anatomie, on voit que les amis du professeur sont tous rassemblés autour du corps, qui est placé dans la diagonale, qui est placé en diagonale, pardonnez-moi, dans la composition, et tous les regards convergent en fait sur une seule chose, la musculature du bras, qui est le sujet de la leçon d'anatomie. Donc vous avez, à la différence de toutes les séries de portraits de l'époque, qui sont assez figés ou assez immobiles, eh bien, ce désir du mouvement qui est si important.
Et ça, c'est une des caractéristiques aussi que l'on retrouvera dans la ronde de nuit. La leçon d'anatomie, c'est le premier grand tableau de groupe exécuté par Rembrandt. Et tout de suite, nous avons affaire à une des qualités de ce peintre, à savoir que l'imaginaire et la vérité s'entremêlent, j'oserais dire de façon parfois surprenante. Alors dans cette période-là, cette période des années 1630, il y a évidemment un peintre auquel on pense, c'est Rubens. Alors pourquoi Rubens? Parce que le temps dans lequel se déroule l'art de Rembrandt est le temps également aussi du baroque. Et évidemment, Rubens possède la grande forme baroque, mais Rembrandt également. Et je vous présente donc encore une image qui est Samson aveuglé par les Philistins, qui est un tableau très important parce que ce cycle, comme le cycle de la Passion, le Samson, est un exemple de la force baroque qui caractérise l'art de Rembrandt pendant une période, pendant cette période-là. Alors, quel est le rapport avec Rubens? On sait qu'il connaît bien son œuvre. Voulait-il l'égaler, le surpasser? En tout cas, voulait-il approcher de la véhémence de l'œuvre de Rubens? Peu importe. Mais il est certain que pendant un temps, cette grande forme baroque n'a pas échappé donc à la technique de Rembrandt. Donc, regardez bien ce tableau, hein, Samson aveuglé par les Philistins. Par contre, vers la fin des années 1630, il y a un changement. Les représentations passionnées de l'histoire biblique vont s'apaiser. Les portraits, eux aussi, on le constate, vont gagner en calme, vont gagner en sensibilité. Les toiles vont représenter avec beaucoup plus, j'oserais dire, de sobriété, voilà, la vie et les miracles du Christ, les scènes de l'Ancien Testament. Et là, l'image que je vous présente, ce sont bien sûr les pèlerins d'Emmaüs, qui datent de 1648, qui se trouvent au musée du Louvre. Et on voit là, dans cette œuvre, le parfait exemple d'un esprit nouveau qui habite Rembrandt. L'histoire biblique est elle-même, on le sait, hein, le pèlerin d'Emmaüs très dramatique. Rembrandt avait déjà représenté, comment dirais-je, ce sujet 15 ans plus tôt, mais là, on voit que c'est un sentiment complètement différent. La composition redevient un classique, le tableau semble complètement, l'atmosphère du tableau est une atmosphère apaisée. Alors, la ronde de nuit, qui est peinte en 1642, se rattacherait plutôt, si on le regarde bien et on le compare, plutôt aux œuvres, je dirais, un peu plus dramatiques des années 1630 et moins des œuvres qui appartiennent donc à ces années 1640. Alors, là encore, cette toile, cette ronde de nuit, hein, possède des caractéristiques, si on les compare, qui sont assez différentes de ce qu'on va retrouver à la même époque pour ces portraits de groupe. Et je vous ai donc mis en exemple, pour pouvoir comparer, deux œuvres dont on va reparler un peu après, pour que vous puissiez comparer ce qu'a fait Rembrandt et ce qu'ont fait Sandrart, par exemple, ou des peintres comme Becker. Mais tout d'abord, intéressons-nous, avant d'arriver à la partie, j'oserais dire, technique, proprement parler technique du tableau, au moment historique. Alors, la Hollande, c'est un pays très particulier au XVIIe siècle. Un pays qui a des avancées sociales très importantes, un pays qui économiquement est véritablement aussi très en avance, hein, sa prospérité qui est due à l'activité florissante du commerce, met la Hollande dans les premiers pays européens. La Hollande possède également le plus grand nombre de vaisseaux de toute l'Europe et elle tient le premier rang du négoce mondial. Et la ville qui représente tout cela, c'est la ville d'Amsterdam qui a supplanté la ville de Anvers. Alors les échanges dans ces années 1640-1642, date de la production du tableau, sont les années de l'alliance entre la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies contre l'Espagne. Cette alliance qui est apparue autour de 1635 prendra fin en 1644, mais pour l'heure, en 1642, c'est cette alliance-là, Angleterre-France contre Espagne.
Au niveau du commerce, il y a deux compagnies très importantes, la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie des Indes occidentales, qui sont les deux compagnies qui finalement gèrent un commerce mondial, puisque la Compagnie des Indes orientales, qui détient le monopole des épices, et, dont le marché est centralisé à Amsterdam, est très importante. La Compagnie des Indes occidentales, qui a un champ d'action principal au Brésil d'ailleurs, là aussi, vous avez tout un marché qui est en fait très important. Alors à l'intérieur, à cette époque-là, dans la vie intérieure du pays, dans la politique intérieure du pays, dans la problématique intérieure du pays, il y a les affaires religieuses et c'est le moment où s'opposent les arminiens et les gomaristes. C'est donc là un discours, je dirais, théologique qui voit la population être prise entre ces deux mouvements, mais également, il y a de grandes discussions dans l'opinion publique entre le fait de savoir s'il faut faire la guerre ou la paix avec les Espagnols, et c'est là aussi un des grands problèmes qui divise l'opinion. Au niveau intellectuel, vous avez évidemment Descartes qui vit en Hollande, et cela depuis 1629. Ces méditations métaphysiques qui vont être publiées en 1641 est évidemment un personnage très important. Mais autre personnage important, c'est un juriste. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant dans ce développement de la Hollande du XVIIe, c'est Grotius. Grotius, qui est très important, mais aussi il faut citer un personnage, un auteur très important pour la peinture de Rembrandt, c'est Joost van der Vondel, ou Joost van der Vondel, pardonnez-moi pour la prononciation, hein, évidemment, qui est à l'époque âgé de 55 ans, mais qui est véritablement une figure de la littérature hollandaise de l'époque. Et puis cette classe donc sociale, de cette bourgeoisie, notamment cette bourgeoisie cultivée, va manifester un intérêt de plus en plus accru, de plus en plus important pour les sciences, pour l'art, et il y a un goût très net pour la peinture. Déjà pour se faire portraiturer, ce qui est déjà un marché important, mais également pour faire entrer dans les maisons l'art, et on achète beaucoup d'œuvres. Il y a bien sûr le marché, je dirais, le marché de l'art normal, commanditaire, peintre, mais il y a aussi des peintres qui, dans des endroits, vont proposer leur propre production. Donc il y a aussi, dans cette Hollande du XVIIe, une sorte de révolution aussi, de l'art, du public et des acheteurs. Alors, on ne peut pas évidemment faire un cours dans une vidéo sur Zoom, c'est clair. Mais je voulais quand même donner ces petits points historiques pour avoir des repères, et tout ça n'est fait évidemment que pour susciter votre intérêt, que pour espérer que nous puissions vous entraîner de nouveau après cette pandémie avec l'association de l'invitation au savoir et Géodécouverte vers de nouvelles découvertes et de nouveaux musées et d'autres richesses encore à découvrir. Mais revenons à la ronde de nuit et nous allons nous intéresser à la fois à la composition, à la fois au mouvement et à la fois à l'espace. Alors, on a en général peu d'informations sur les personnes qui ont commandé les toiles de Rembrandt. Et en général, sur la genèse des œuvres, on a assez peu d'informations. Mais on est en revanche, pour ce tableau-là, particulièrement bien renseigné, pour cette ronde de nuit. Et tout d'abord, quand on est dans la salle où se trouve ce tableau, au Rijksmuseum, on voit dans une vitrine un dessin qui attire notre attention. Alors ce dessin, il provient de l'album de famille de Frans Banningkock et il offre une copie de l'œuvre avec la légende suivante, que je vous cite maintenant: esquisse du tableau dans la grande salle des Cloveniers Deulen, donc dans la maison des arquebusiers, tableau dans lequel le jeune seigneur de Purmerland, c'est le titre de Banningkock, en sa qualité de capitaine, ordonne à son lieutenant, M. de Vlaardingen, c'est donc Willem van der Wittenburg, habillé en costume ivoire, de mettre en marche sa compagnie. Donc, ce qu'on peut déduire de ce texte, c'est que ce tableau devait peut-être occuper être dans cette maison, cette nouvelle salle donc de la garde civique. Alors, ce qui paraît assez normal, vu ces dimensions, parce que ce sont des dimensions très importantes. Par contre, dans ces dimensions, je vous répète, c'est du 3,63 m sur 4,37 m, on peut déjà dire que le choix de la dimension est assez différent des autres tableaux de groupe, puisque le format choisi n'est pas le format oblong
en général que l'on trouve pour ces représentations de groupe, mais un 3 sur 4 qui donne malgré tout une autre intention à l'œuvre. Alors, on y reviendra. Quant à ceux qui ont payé le tableau, il n'y a pas que le capitaine Banningcock qui a payé. On sait, on a retrouvé le fait qu'il y a 16 personnes qui ont participé au financement de cette œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un portrait de groupe ou c'est un portrait de troupe en mouvement? Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la composition et de ce mouvement, il faut juste préciser que les personnages, qui sont-ils quand même? Alors, au premier plan, vous avez habillé en noir le capitaine Franz Banningcock. À côté de lui, donc, habillé en ivoire, dans ses tons jaunes, vous avez le lieutenant Wilhelm van Wittenburg, en uniforme, on va dire jaune. Voilà. Et puis, le troisième personnage important n'est pas, comme en général dans ces portraits de groupe, à côté d'eux, mais il est en arrière-plan, devant le portique, et c'est le porte-drapeau. Et en général, dans les autres tableaux de groupe, les trois personnages sont regroupés. Lui, Rembrandt, lui place le troisième à l'arrière-plan, sous le portique. Et les suivants dans la hiérarchie, vous avez les deux sergents, donc les deux sous-officiers, que vous pouvez voir donc à la gauche. À l'extrême droite, on voit un tambour. C'est un vieil homme, il a un habit vert, qui doit nous rappeler, si vous voyez d'ailleurs le tableau, les couleurs sont très bien rendues sur le site du Rijksmuseum. Donc, si vous regardez la couleur du tableau de ce tambour sur le site du Rijksmuseum, vous allez voir qu'il a un vert qui vous rappelle le vert du Titien. Hein, et nous y reviendrons comme référence. Alors, les tambours ou le tambour ne faisait en fait pas partie de la milice. Ici, c'était un mercenaire. En somme, il n'y a que les deux officiers et le sergent, le porte-drapeau, qui en fait portent des tenues réglementaires. Le reste des personnages portent en fait les vêtements qu'ils semblent vouloir porter, ou est-ce que Rembrandt a voulu accentuer le côté pittoresque, mais on sait par des textes notamment que c'était assez souvent le cas, parce que lors d'une visite par exemple de Marie de Médicis, eh bien, on soulignera que la troupe de tireurs était habillée avec fantaisie, donc il s'habillait un peu comme il voulait. Alors si on compte avec attention tous les personnages, au mieux toutes les têtes, on trouve 28 hommes, pardonnez-moi, 28 hommes et 3 enfants. Alors à l'origine, il y avait 3 personnages de plus qui ont disparu lorsqu'on a rogné la toile autour et surtout sur le côté gauche, et vous verrez dans une des images que je vous présente justement, hein, qui suit mon discours, vous allez voir la partie que l'on a enlevée. Vous allez voir que ça change un petit peu la donne, mais c'est important de le voir avant, j'oserais dire, le fait qu'on rogne cette partie du tableau dans les années 1715 et donc avant. Alors, on a affaire finalement à des portraits. Mais est-ce que ce sont des portraits, des vrais portraits ou des portraits imaginaires? Qu'en est-il de ces enfants, notamment de ces 2 petites filles qui sont au centre? Pourquoi les rajoute-t-on là? Est-ce que c'est pour la valeur claire de leurs vêtements, donc pour un aspect technique? Ou a-t-on mis ces 2 personnages féminins sous forme pour créer une allégorie? Nous allons le voir également après. Mais dans tous les cas de figure, ce tableau rompt complètement avec la tradition des tableaux de Guild. Et je vous présente donc 2 œuvres. La première de Flinck, la compagnie du capitaine Albert Bass. Le deuxième tableau, c'est la compagnie du capitaine Cornelius Becker de Joachim von Sandrart. Et le troisième, c'est le tableau d'Adrian Becker, toujours un portrait de groupe, un portrait de guilde. Et si vous comparez ces 2 œuvres, ou ces 3 œuvres, au tableau de la Ronde de Nuit, regardez, le sentiment est complètement différent. Dans les tableaux de Sandrart ou de Becker, règne une grande tranquillité, règne l'ordre. Chez Rembrandt, tout est mouvement. Et d'ailleurs, il est même difficile de savoir qui commande la troupe. Est-ce que c'est vraiment Banningcock qui commande la troupe ou tout le monde fait un peu ce qu'il a envie de faire?
Alors, Rembrandt représente le mouvement, il veut représenter le mouvement. Un mouvement qui se dirige vers le spectateur, le fait participer à l'événement. Et ça, c'est une chose qui est très importante, qu'on retrouvera dans d'autres moments de l'histoire de l'art, notamment, par exemple, on peut prendre l'impressionnisme, où on va demander au spectateur, finalement, de mentalement continuer le tableau, hein, donc, en fait, de participer à, je dirais, à l'élaboration définitive de ces tableaux. Ben là, c'est un peu pareil. On demande finalement au spectateur de continuer ce mouvement et de participer à ce mouvement. Alors le capitaine et le lieutenant, d'ailleurs, regardez l'éclairage, hein, ils se trouvent presque placés sous des projecteurs d'une scène, mais est-ce que c'est étonnant dans cette période-là où la mise en lumière des œuvres est importante, hein, il appartient aussi à un moment de l'histoire de l'art où on le sait, évidemment, il y a des gens comme Caravage, comme des luministes, enfin, où l'importance de l'éclairage est très grande. Alors, occupons-nous encore dans cette ronde de nuit des deux personnages principaux, au moins du moins qui sont au premier plan, Banningcock, le capitaine, et le lieutenant habillé en jaune. Alors, regardez, les deux protagonistes avancent de biais. Le spectateur donc va prolonger mentalement le mouvement vers l'avant. Ça, c'est très important. Tandis que vous avez vers le centre aussi, hein, des directions vous sont données par le centre. Regardez derrière eux. Vous avez des gardes qui débouchent du portique. Et à leur droite et à leur gauche de ces gardes, on sent très bien la profondeur de l'espace. Et je vous ai mis aussi des détails. Regardez devant la fillette vêtue de jaune, et regardez ce détail que je vous ai mis en image. Vous avez un gant sombre suspendu par un doigt, qui est très important. Également la crosse d'un des soldats qui se trouve, le gant et la crosse se trouvent donc sur les vêtements de la jeune fille. Et aux deux extrémités de la toile, le mouvement vers le devant de la scène est rétabli d'un côté par le tambour et de l'autre par le garçon qui court, un cornet de poudre à la main. Donc on voit qu'il y a une sorte de flux et de reflux entre le fond et le premier plan qui est lié au jeu des diagonales. Alors, ce n'est pas par hasard hein, que la hallebarde du lieutenant, le mousquet du garde qui souffle la poudre et la plus longue lance répètent 3 fois un mouvement descendant. Tandis que la hampe du drapeau, l'arme de l'autre mousquetaire, notamment le mousquetaire rouge qui est devant, et la canne du capitaine Cock traduisent eux au contraire un appel très important vers le haut. Alors notre œil, il a l'habitude de lire de gauche à droite, hein, comme pour les livres. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le regard qui aborde la ronde de nuit, il pénètre en se heurtant à la direction de ces lignes de force. Et il s'agit en fait d'un effet voulu hein, par le peintre pour donner au mouvement de la scène une brusque tension. Et par contraste, vous avez la disposition architecturale du vaste portique et du mur avec sa corniche qui est en arrière-plan et qui intervient finalement comme un élément d'ordre, de repos, de majesté, de stabilité. C'est donc ce fond, hein, si vous regardez le fond et le premier plan, le fond, certains, comme le sergent avec le porte-drapeau, etc., sont là pour, comment dirais-je, épauler l'agitation donc du premier plan. Alors, l'intégration des structures architecturales à l'ensemble de la composition est une conquête, je dirais, nouvelle dans l'art de Rembrandt au cours des années 1640. Et là, évidemment, on doit s'inspirer, on doit penser, bien sûr, à ces grands devanciers que sont les gens comme Raphaël, les peintres comme Raphaël ou même Titien. Hein. On voit malgré tout dans cette composition qui montre un grand mouvement, une volonté aussi de stabilité, j'oserais presque dire une composition qui se rapproche du classicisme. Alors, on a évidemment toujours cherché, peut-être que ça c'est aussi des fonctions de l'histoire de l'art, mais bon, on a cherché à savoir si ce tableau n'était finalement qu'une description d'un groupe de guildes ou s'il y avait derrière des allégories, des symboles, notamment
beaucoup de textes sont apparus dès le XVIIe siècle parlant de la concorde dans le pays, de l'allégorie de la concorde dans le pays. Est-ce que Rembrandt voulait faire un tableau sur la gloire d'Amsterdam? Mais c'est très certainement, en fait, un historien de la littérature qui était Ellinga, qui est allé le plus loin dans l'interprétation, en fait, de cette œuvre. D'abord, il donne un nom aux deux fillettes qu'il baptise Victoria et Gaudia. Alors, vous verrez sur les images hein, que on vous passe au moment de cette vidéo qu'il y a deux jeunes filles. Hein. La première que vous voyez très, très clairement, très nettement, et la deuxième qui est juste derrière, comme une sorte de buste. On en voit simplement le visage. Donc, pour Ellinga, chaque couleur du tableau avait sa signification symbolique. Le noir que revêt le capitaine comme signe de l'aristocratie, le jaune comme la couleur des plaisirs terrestres, et le mousquetaire en rouge, également au premier plan devant la jeune fille, incarnerait la vengeance. Alors ça, c'est pas une nouveauté. La symbolique des couleurs, on la connaît, hein, on la connaît. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement dans cette seconde partie du XVIIe siècle, ces couleurs ont réellement et notamment dans l'œuvre de Rembrandt, une connotation symbolique. Hein, on connaît il n'y a rien d'étonnant là-dedans, ce n'est pas faux. Hein, l'utilisation du noir, jaune et rouge, évidemment, peuvent tout à fait coller. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à ce moment donné, en 1642, est-ce que véritablement cette lecture est valable? Par contre, Ellinga souligne une chose qui est importante, c'est le rapport du théâtre dans l'œuvre de Rembrandt et la référence au théâtre en général. Et Rembrandt avait vu le drame de Vondel qui s'appelait Gisbrecht van Amstel, hein, qui était une pièce connue à l'époque. Et Ellinga avançait le fait que Rembrandt n'avait pas la ronde de nuit par contrepoids, pour faire une contrepoids à cette œuvre, en un certain sens. C'est-à-dire, il tentait au travers de son œuvre, de glorifier le présent victorieux de la Hollande. Donc, Ellinga va très loin, puisqu'il ne reste dès lors plus rien d'un tableau de Guilde, et on est dans l'allégorie pure. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que, évidemment, les visions de Ellinga ont soulevé beaucoup de répliques chez les historiens de l'art, chez les spécialistes, mais on ne peut pas, évidemment, ne pas souligner que Rembrandt s'intéressait aux représentations théâtrales et c'était vraiment quelque chose qui était important pour lui. Et dans les années 30 déjà, il avait dessiné des acteurs hein, dans des costumes pittoresques et justement dans le rôle de Gisbrecht, de ce fameux Jos van den Vondel. Alors, on peut être d'accord avec Ellinga en disant que la construction de ce tableau est théâtrale, qu'il peut y avoir évidemment des souvenirs de mise en scène du théâtre, ce qui n'est pas de toute façon, comment dirais-je, étonnant dans ce XVIIe siècle où la mise en scène, dans ce temps aussi baroque, puisque se développe dans ce temps-là aussi ce baroque, où le théâtre, la mise en scène ne sont pas des choses étonnantes. Mais je dirais qu'il faut mettre un bémol sur toutes les explications excessivement symboliques ou allégoriques dans ce tableau. On va s'intéresser maintenant aux détails de la jeune fille, qui doit vous rappeler d'ailleurs, par son visage, sa façon d'être peinte, certains portraits de Saskia hein, dans l'œuvre de Rembrandt. Alors cette petite fille. Alors regardez, d'abord on va s'intéresser aussi, ce tableau, c'est aussi, il y a des masses bien sûr, mais les couleurs ont un rôle important à jouer parce qu'elles équilibrent ces masses, hein, c'est une sorte de réponse à ces masses. Et là, ici, l'accent jaune doré de ce personnage est en relation avec la couleur du vêtement du lieutenant. Et en même temps, le personnage de la jeune fille et le personnage du lieutenant habillés donc de les mêmes couleurs, ils sont là aussi pour faire prendre plus intensément conscience de la profondeur de la toile. D'ailleurs, cette profondeur de la toile, elle est renforcée par la crosse du mousquet et le gant, je le répète, hein, que le capitaine tient suspendu par un doigt. Et ces deux objets qui se détachent sur le vêtement de la jeune fille sont là pour rendre finalement presque palpable cette étendue intermédiaire entre premier plan et arrière-plan. Alors, la deuxième fillette dont on vous parle, elle se trouve juste, et vous le verrez dans ce détail, juste derrière hein, la jeune fille qu'on voit le mieux. C'est une sorte plutôt de buste de petite fille. Et
dans le fond, que viennent-elles faire là, ces deux petites filles? C'est peut-être pour ça que Ellinga s'est dit, mais il y a un rôle symbolique de ces deux personnages. Et puis, regardez le vêtement de la jeune fille, il n'est pas, il n'a pas l'air tellement finalement réaliste, hein. Donc, on pouvait se poser la question, effectivement, que viennent faire ces deux jeunes filles-là. Alors, le poulet, notamment qu'elle porte, la volaille, on va dire qu'elle porte à sa ceinture, est effectivement l'allégorie des tireurs. Bon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, à mon sens, rendre ce tableau simplement une œuvre symbolique qui cacherait autre chose de façon, voilà, qui cacherait autre chose aussi que le sujet. Le traitement du sujet est lui-même, je dirais, assez symbolique pour ne pas rajouter encore à chercher des symboles là où il n'y en aurait finalement pas. Et puis, il ne faut pas oublier que Rembrandt connaît très bien l'art graphique, et notamment l'art graphique du XVIe siècle, et que quand il y a des représentations de guerre, malheureusement, durant la guerre de 30 ans, il y a eu il y aura beaucoup d'exemples de ces représentations graphiques des moments de guerre, mais Rembrandt connaît déjà ce qui a été produit au XVIe siècle. Et ces deux fillettes, ce garçon au cornet de poudre, eh bien, c'est aussi la représentation de ces troupes de militaires avec les cantinières, avec les enfants, etc. C'était aussi la vie des soldats. Donc, peut-être qu'il faut chercher aussi là, plus que simplement une allégorie malgré la volaille qui pourrait être, je le répète, l'allégorie des tireurs, des guides de tireurs, on peut aussi chercher tout simplement une illustration de cette vie militaire que connaissait Rembrandt. Alors, oui, bien sûr qu'il y a un sentiment qui est recherché. Bien évidemment, la construction d'un tableau, la distribution des couleurs, c'est un ensemble de choses. Je dirais aussi l'écriture d'un tableau est pour moi tout aussi finalement symbolique, si on veut chercher pas, si on peut dire cela comme ça, que les symboles eux-mêmes. Et quel est le sentiment qui se dégage derrière? Regardez, il y a ces personnages, regardez le port de leur tête, regardez leur regard. Il y a une fierté civique. Et c'est évidemment ce qu'on cherche à montrer dans ce genre de tableau, le sentiment de la fierté civique. D'autre part, il y a un portique à l'arrière-plan. Ce portique, on dirait presque un arc de triomphe. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau, ou c'est concomitant d'autres œuvres à la même époque. Et je vous ai mis en exemple, vous allez le voir, ici, une gravure très connue qui s'appelle le Triomphe de Mardochée, qui a été peint à peu près dans les mêmes années, gravé dans les mêmes années, autour de 1641. Et vous allez voir exactement la même disposition architecturale derrière, une forme d'arc triomphal. Donc, ce qui est intéressant aussi, et peut-être que là, je ne m'avance pas, mais c'est peut-être une indication, est-ce que ce n'est pas la volonté pour Rembrandt de faire sortir un tableau de groupe, un tableau de portrait collectif, va-t-on dire, pour faire accéder celui-ci à la grande peinture d'histoire, à un tableau d'histoire? Alors ça aussi, la question qu'on pourrait se poser. Et puis, pour terminer, hein, parce que je ne voudrais pas quand même prendre plus de temps, et ça serait peut-être ennuyeux d'avoir une vidéo trop longue, dire combien cette œuvre-là, cette ronde de nuit, bien qu'elle soit véritablement dans cette période baroque, hein, elle a aussi une caractéristique importante. C'est que on a, vous savez que ma spécialité, évidemment, c'est l'art baroque, mais je ne veux pas enfermer cette œuvre au chapitre baroque. C'est ça, je ne voudrais pas le faire. Parce que si vous confrontez des œuvres des œuvres de Rembrandt à certains peintres vraiment baroques, comme un tableau qui est celui de Saint-Guillaume d'Aquitaine du Guerchin, chercher des peintures du Guerchin par exemple, eh bien, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Et le type de composition utilisé ici est un type de composition qui dérive largement du classicisme et notamment de certaines œuvres de Raphaël. Donc, voilà pour cette œuvre. Allez visiter le site du Rijksmuseum où vous allez pouvoir voir véritablement des images parfaites, des détails, mais aussi, je remercie l'équipe technique de Géodécouverte qui m'a permis de mettre aussi des images sur ce Zoom. En vous remerciant, en vous disant au mois prochain pour une autre œuvre et en espérant vous retrouver très vite avec l'invitation au savoir et avec Géodécouverte dans des voyages. Merci à vous.
Au revoir.